La lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique, mais dans ce chapitre, nous allons mettre en évidence qu'elle peut être décrite aussi comme un flux de photons. C'est le modèle particulaire ou corpusculaire de la lumière. Commençons déjà par l'histoire de l'effet photoélectrique. En 1905, Einstein explique le phénomène photoélectrique en s'appuyant sur la constante de son aîné. Il est le premier à avoir compris la portée de la constante de Planck. Mais que signifie cet effet photoélectrique? La lumière, en frappant une plaque métallique, peut en extraire des électrons. Mais cela dépend de sa longueur d'onde et de sa fréquence. Ainsi, la lumière violette est capable d'extraire des électrons. Sa longueur d'onde est plus courte et sa fréquence plus élevée que celle de la lumière rouge qui n'y arrive pas, peu importe la quantité de lumière envoyée. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut expliquer ce phénomène. Einstein émet donc l'hypothèse que la lumière se compose de corpuscules appelés photons. Si l'énergie qu'un photon confère à un électron est assez forte, ce dernier peut s'arracher au métal. Un photon de lumière violette ayant une fréquence plus élevée, autrement dit plus d'énergie que celui de la lumière rouge, arrive à faire seul ce dont une nuée de rouge est bien incapable. Afin de pouvoir évaluer la quantité d'énergie requise, Einstein formule la thèse selon laquelle l'énergie des photons est le produit de leur fréquence et de la constante de Planck, le petit h. Ainsi, tout rayonnement électromagnétique peut être décrit comme un flux de grains d'énergie appelé photons, dont l'énergie dépend de la fréquence du rayonnement, E égale h nu, ou encore de sa longueur d'onde lambda avec E qui est égal à hc sur lambda. Petit h étant la constante de Planck, l'énergie grand E s'exprimant dans ces deux relations en joules, la fréquence en hertz et la longueur d'onde en mètres. Reprenons maintenant l'expérience de la mise en évidence de l'effet photoélectrique à l'aide d'une simulation. On utilise un dispositif constitué d'une ampoule en verre, dans laquelle on fait le vide et dans laquelle on place deux électrodes métalliques. L'une est appelée cathode et l'autre l'anode. Les deux électrodes sont reliées à un générateur et on mesure l'intensité du courant à l'aide d'un ampèremètre. On peut régler avec la source lumineuse l'intensité du flux lumineux ainsi que la longueur d'onde lambda de cette lumière. On éclaire le métal constituant la cathode et dans un premier temps, on fixe une longueur d'onde proche de 800 nanomètres, correspondant à du rouge. On a beau augmenter l'intensité du flux lumineux, il ne se passe rien. Aucun courant n'est détecté, aucun électron n'est donc arraché à la plaque métallique. On diminue maintenant la longueur d'onde de la source lumineuse pour se rapprocher d'une lumière bleue, ce qui revient aussi à augmenter la fréquence du rayonnement. Et là, un courant apparaît. On met en évidence effectivement une intensité qui traverse le circuit à l'aide de l'ampèremètre. Et l'intensité du courant est d'autant plus importante que l'intensité du flux lumineux est grande. L'intensité est plus importante, l'intensité lue sur l'ampèremètre. On peut donc mettre en évidence que l'effet photoélectrique ne se produit que si la fréquence nue du rayonnement incident est supérieure à une fréquence caractéristique du métal appelée fréquence seuil. Si on raisonne d'un point de vue énergétique,
L'effet photoélectrique peut se produire si l'énergie du rayonnement est suffisante et donc au moins égale au travail qu'il faut fournir à un électron pour l'arracher du métal. On parle plus précisément de travail d'extraction, WE. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut pas expliquer ce phénomène, car pour une intensité lumineuse correcte, on pourrait observer l'effet photoélectrique, quel que soit l'éclairement. Seul le modèle corpusculaire, avec la notion de photon, peut nous permettre de l'interpréter. Si on effectue maintenant un bilan énergétique, eh bien l'énergie fournie par le rayonnement électromagnétique permet à l'électron de se libérer du métal, c'est le travail d'extraction, donne une énergie cinétique à l'électron libéré s'il en fournit plus que ce qu'il n'en faut. On aboutit à la relation EI qui est égale à WE plus EC. Ainsi, il faut bien prendre en compte le fait que l'augmentation de l'intensité du rayonnement ne modifie pas l'énergie des photons, car cette énergie ne dépend que de la longueur d'onde lambda ou de la fréquence avec la relation E égale H nu ou E égale Hc sur lambda, mais elle modifie le nombre de photons émis par la source et donc le nombre d'électrons arrachés au métal. Dernier point, intéressons-nous à des dispositifs capables d'absorber ou d'émettre des photons et utilisés couramment dans différents domaines. On désigne par cellule photoélectrique tout dispositif dont une des propriétés électriques est modifiée à l'absorption des photons. C'est le cas des photorésistances, photodiodes, ou encore des capteurs d'appareils photo qui absorbent des photons pour détecter la lumière. En spectroscopie, il y a aussi absorption de photons pour réaliser des analyses chimiques. Et on trouve aussi les cellules photovoltaïques. Alors, ces cellules photovoltaïques, eh bien, elles absorbent des photons et permettent de convertir ainsi l'énergie lumineuse en énergie électrique. Ces cellules photovoltaïques sont très souvent fabriquées à partir de matériaux appelés semi-conducteurs. Enfin, certains dispositifs sont capables d'émettre des photons. C'est le cas des diodes électroluminescentes. Lorsqu'elles sont parcourues par des courants électriques, elles émettent de la lumière. Leur intérêt, eh bien, la lumière produite est puissante et le rendement énergétique est bien plus intéressant que les ampoules à incandescence.